Bienvenue au podcast Sac du Car. Mon nom est Didier Orméjus et cette semaine, je suis accompagné par l'ancien receveur des Alouettes de Montréal, Danny Desrivaux. On va bien sûr faire un retour sur finalement, on a assisté au premier match de la saison des Alouettes. Ça a été une belle victoire par la marque de 30-13 à Edmonton contre les Elks. On va faire le tour des autres rencontres qui étaient présentées du côté de la Ligue canadienne de football lors de la deuxième semaine d'activité. Et ensuite de ça, on va discuter des actualités du côté de la NFL. On sait que les matchs préparatoires ont commencé. Il y a de jeunes carrières recrues comme Justin Fields qui ont fait leur début. Fields a bien fait. On va avoir le temps d'en parler en compagnie de Danny. Bien sûr, Danny, on va commencer avec cette victoire, comme je le disais, des Alouettes à Edmonton. Euh, Ça a été une performance surprenante, pas parce que les Alouettes ont gagné, mais la façon dont ils ont défait Edmonton. On a dominé au niveau des trois facettes de jeu. Quelle est la première chose que tu as retenue de cette performance de la part des hommes de Carrie Jones? Ben, comme tu disais, Didier, c'est une domination. Tu sais, moi, je me rappelle qu'est-ce que c'était comme quand j'étais joueur de prendre l'avion, aller à Edmonton, le décalage horaire, jouer dans cet environnement-là, puis de performer. C'était difficile, c'était pas facile. Donc, de voir les Alouettes prendre l'avion, se rendre à Edmonton et jouer de la sorte, les trois phases, presque un sans faute malgré peut-être un lent départ de match, là, j'étais très impressionné et c'est très encourageant. Oui, non, vraiment. Bon, mis à part au début, la défense, James Wilder a amassé des verges au sol, mais après ça, ça s'est resserré. On va commencer par l'attaque, la performance de l'attaque, en particulier la ligne offensive. Tu sais, on en parlait lors des entraînements, lorsqu'on assistait aux entraînements ensemble. La ligne à attaque représentait un point d'interrogation. Oui, on avait des joueurs vétérans, mais on avait des joueurs qui jouaient à des nouvelles positions. Le bloqueur à droite, Landon Rice, c'est la première fois qu'il est partant. C'est un joueur d'expérience, mais il a toujours été un joueur réserviste. Cette ligne à l'attaque-là, elle a bien fait. Vernon Adams a été victime seulement d'un sac et William Sambach a amassé 112 verges au sol en raison justement des blocs du 5 partant. Qu'est-ce que tu as pensé de la performance de l'attaque, mais en particulier celle de la ligne à attaque? Ben, c'était impressionnant, comme tu disais, en camp d'entraînement, c'est très difficile de déterminer à quel point la ligne offensive va être efficace. On joue souvent sans épaulettes, tu sais, on voit les corridors par les joueurs de ligne défensive. Est-ce que c'est un sac du corps, est-ce que c'est pas un sac du corps? Surtout sans match hors concours. Donc, c'est très difficile de déterminer à quel point cette ligne offensive-là allait être efficace. Puis, ils sont qui ont eu de la misère à mettre de la pression sur Vernon Adams, qui ont permis à William Steinbach de faire des verges puis de faire avoir du succès au sol. Donc, excellent travail du ligne offensive pour une première semaine de travailler ensemble contre, comme on dit en anglais, des live bullets. Donc, c'est une bonne première répétition là, pour l'unité de la ligne offensive des Alouettes. Oui, et qu'est-ce que tu as pensé de l'attaque en général? C'était une bonne performance malgré le fait que Vernon Adams a été le premier à dire après la rencontre que l'unité offensive a laissé des jeux sur le terrain. Je pense notamment à une passée de toucher de Eugene Lewis. Bon, il aurait pu réussir la réception. C'est pas un catch facile dans la zone début, mais par le passé, on l'a vu réussir ce genre de réception. William Sandbach, il a échappé deux passes sur des passes pièges. La première, notamment, où il avait, écoute, je pense, 4 ou 5 bloqueurs devant lui et juste du gazon. Il aurait peut-être pu filer jusque dans la zone début. Donc, on a marqué 30 points au total du côté des Alouettes, mais la marque finale, finalement, de 30-13 est trompeuse parce que c'est à quel point les Alouettes ont dominé et même ils auraient pu marquer au moins deux autres touchés. Tout à fait, Didier. Puis la recette en 2019, c'était les gros jeux. On a dominé la Ligue canadienne en termes de gros jeux en 2019. C'était le jeu au sol avec Steinbach. Donc, c'est vraiment ça qu'on a répété cette semaine contre Edmonton. On est capable de faire des gros jeux. On a vu que ça allait être une attaque qui allait prendre des chances, qui allait donner des opportunités aux receveurs de passes de faire des jeux, même s'ils étaient couverts, parce on bénéficie de receveurs de passes qui ont des gros gabarits, qu'on sent qu'on a un avantage physique sur les domaines défensifs. Donc, on va souvent voir Vernon Adams lancer des passes. Quand il voit que c'est 1 à 1, ça ne veut pas dire qu'il est couvert. Ça veut juste dire qu'on a une opportunité de donner une chance à nos receveurs. Puis, une fois qu'on a l'avance, ben là, on sait qu'on peut compter sur la ligne offensive qui joue bien et Steinbach qui va être capable de faire des verges. Comme tu dis, la seule chose qui manque, c'est les quelques passes échappées de Steinbach sur les petites passes qu'on essaie d'avoir sur les screenplays. Mais sinon, là, je te dirais, offensivement, là, ça a presque été un match parfait là, du côté de l'attaque des Alouettes. Oui, qu'est-ce que tu as pensé de la performance de Vernon Adams? Adams, durant le camp d'entraînement, il nous avait dit qu'il croyait qu'il était amélioré comparativement en 2019. Il était en mesure de lire
de mieux lire le terrain, de lire le terrain au complet. Moi, j'ai trouvé qu'il était plus calme dans la pochette que par le passé. Qu'est-ce que tu as pensé de sa performance? Ben, il avait l'air d'être en contrôle, tu le vois, puis il semble avoir un peu des coutumes là, qu'il a développées, je pense, au fil du temps ou d'expérience. C'est comment calmer, comment focuser son esprit au début de chaque série offensive. Et puis, tu vois sur le terrain, il a l'air d'être en contrôle de ses moyens, il n'a jamais l'air d'être en panique. Il n'a pas lancé d'interception, il a protégé le ballon. C'est ce que tu veux voir dans une carrière, surtout dans une attaque qui semble être axé sur on va prendre des shots, on va être agressif. Donc, tu sais, quand tu dis à ton carrière, on va être agressif, on va donner des opportunités de faire des gros jeux, t'espères qu'il ne va pas prendre ça et dire, ben, on peut faire n'importe quoi avec le ballon puis pas faire attention. Donc, on est capable d'être Mhm. agressif sans prendre des mauvaises chances puis lancer des mauvais ballons puis sans causer des interceptions, c'est tout à fait positif là, pour l'attaque que les Alouettes sont capables d'avoir. Donc, euh, comme première entrée en matière contre des répétitions live, c'est très positif là, du côté de Vernon Adams. Oui, écoute, absolument. Il y a ressort de passe Jake Winicky qui a marqué un toucher spectaculaire à la suite d'une très belle réception. Winicky qui a été un des meilleurs receveurs des Alouettes lors du camp d'entraînement. Et tout ce qu'on a vu durant les séances d'entraînement, ça s'est transporté lors des matchs. D'ailleurs, lorsque Adams a lancé cette passe en direction de Winicky, je me suis dit, il est mieux de ne pas la rater parce que je les ai vus compléter au moins une douzaine de fois cette passe lors des séances d'entraînement. C'était un peu long. Winicky a réussi le catch spectaculaire du bout des doigts, littéralement. Mais écoute, c'est encourageant vraiment cette performance-là de la part des Alouettes parce que, en raison de ce que Adams disait, le fait qu'on a essayé des jeux sur le terrain, on aurait pu marquer plus de points. Ça nous démontre à quel point le potentiel est grand du côté de de l'unité offensive. Maintenant, on va se transporter justement du côté de la défense. On a un nouveau coordonnateur en Byron Miles, des nouveaux visages, pratiquement une nouvelle ligne défensive. Ouais, toutefois, c'est un ancien de 2019 là, qui a sonné la charge, Antonio Simmons. Il a réussi 2 sacs du quart. Au total, on a réussi 4 sacs du quart aux dépens de Trevor Mhm. Harris. Durant la semaine de préparation, l'ancien des Eskimos, le paqueur des Alouettes, Armando Sewell, connaît bien Harris. Là. Il était coéquipier de Trevor Harris. Il a dit, écoutez, c'est simple. Trevor Harris, si on le frappe dès le début de la rencontre, ben, après ça, il va flancher. C'est la réputation qu'il a à travers la Ligue canadienne de football, Trevor Harris. Je sais là, que les propos de Sewell ont été repris à travers les médias. N'importe qui suit la Ligue canadienne et le sait, ça, que Trevor Harris, si est en mesure de déranger au début du match, habituellement, ben, ça va le déranger pour le reste de la rencontre. C'est ce qu'on a été en mesure de faire là, du côté de la défense montréalaise. Oui, puis félicitations à Byron Miles, félicitations à Danny Machucha qui a bâti un front défensif qui était capable de mettre de la pression sur la carrière. Puis on se rappelle tous ce qui s'est passé en 2019 à la fin de la saison, comment ça avait été facile pour Trevor Harris, comment il avait été confortable, puis il avait découpé en morceaux la défensive des Alouettes sans trop de difficultés. Donc, c'était vraiment pas ça la semaine dernière à Edmonton. Ça a été difficile pour Trevor Harris. En plus, eux, ils ont un système où qui est vraiment axé sur il faut que le ballon sorte rapidement, les courtes passes et les rhythm throws. Fait que tu arrives sur ton dernier pas, tu décoches la passe, puis on n'a jamais vu Trevor Harris être capable d'être confortable, d'avoir compléter des passes complétées une à la suite de l'autre. Ça a vraiment été compliqué pour lui. Puis le front défensif a gros à avoir là-dessus, c'est que ce soit les joueurs de ligne défensive, que ce soit les blitz à retardement que Byron Miles a utilisé avec les secondaires. Donc, toute la soirée, là, on l'a vu, c'était très difficile là, pour Trevor Harris. Ouais, on a même envoyé Ty Cranston, le maraudeur, à un certain moment donné, sur un blitz. Je me souviens bien, le jeu s'est terminé par un sac du quart par un autre joueur. Mais c'est inquiétant, toutefois, du côté des Eskimos, Danny. On avait 2 matchs à domicile pour commencer la saison. On a marqué un touché seulement lors de ces 2 rencontres. Ça a été un touché à la fin du quatrième quart contre les Alouettes, alors que Montréal avait déjà une bonne avance. Alors, j'ai bien hâte de voir si, du côté d'Edmonton, on va être en mesure de redresser la barque au cours des prochaines semaines. Bon, la facette de jeu dont on n'a pas parlé, ce sont les unités spéciales. C'est toujours la facette de jeu qui est oubliée, mais les verges cachées. On a dominé également dans cette facette. Écoute, Mario Offer, là, il a été tout simplement sensationnel. Il a inscrit un touché sur un retour de beauté de 86 verges, mais au total, il a amassé, Danny, 206 verges avec ses retours de beauté. Donc, on parle de presque 2 longueurs de terrain de football de moins pour l'attaque. Alors, ça, c'est à quel point il a, pas juste Offord, mais également au niveau des blocs, comme Mhm. quoi qu'on a bien fait. Il faut donner crédit au coordinateur des unités spéciales, Mickey Donovan. Et il y a David Côté qui a très bien commencé ses débuts dans la Ligue canadienne de football. Il a réussi 3 de ses 4 tentatives de placement.
Dis-moi, j'imagine, tu as dû être impressionné par le travail des unités spéciales, surtout que les unités spéciales, euh, durant les séances d'entraînement, durant le camp d'entraînement, c'est difficile là, de recréer justement les situations de match durant les entraînements. Oui, et chapeau aux unités spéciales, puis comme tu dis, spécialement à David Côté, qui a remporté une bataille de botteur, mais tu sais, pour les pratiques qu'on a vues quand on était là, puis toi, t'en as vu peut-être d'autres que moi, j'y étais pas, mais est-ce qu'il avait vraiment gagné cette bataille-là haut la main? Tu sais, ça aurait pu aller de chaque côté. Puis on sentait qu'il Ah, c'est n'y avait serré, pas ouais. vraiment un botteur qui avait vraiment dominé pour remporter cette bataille-là. Puis, tu sais, je me rappelle avoir parlé à Danny quelques jours avant le match, puis il disait il admettait que ça n'avait pas été une bataille qui avait été vraiment gagnée haut la main, mais il faisait confiance en ce qu'il avait vu dans son évaluation de David Côté puis qu'il avait la capacité de bien performer. Donc, il a mis cette confiance-là à un jeune joueur puis s'est dit je sais qu'il est capable, c'est juste question de le remettre en confiance. Puis je sais qu'une fois il va avoir confiance, il va être bon pour nous maintenant et à long terme. Donc, de voir David Côté rentrer sur le terrain, exécuter un petit botté pour se remettre en confiance, puis après ça, le gros botté, puis je pense que c'est tout ce que ça prenait là, pour que ce gars-là reprenne confiance en lui. Puis c'est quelqu'un qui est capable. Donc, ça, c'est la facette, un jeune botteur recrue du côté placement. Puis après ça, Mario Alford, Nicky Donovan qui avait des stratégies euh, bien au-delà, préparées que son adversaire du côté d'Edmonton. Donc, tu vois, un net avantage là, par rapport à cette stratégie de doubler au point d'attaque le gunner du côté adverse pour permettre à Alford de se rendre au deuxième niveau. Puis après ça, faire qu'est-ce qu'il est doué pour faire. C'était juste un avantage stratégique, puis ça a paru sur le terrain. Oui, il faut mentionner également le travail du batteur de dégagement, Joseph Zima, qui, comme David Côté, est un joueur recru, c'est un Australien. Il a bien fait. On l'avait vu là, lors du camp d'entraînement, dès la première journée du camp. Il impressionnait avec la force de sa jambe, le temps que le ballon passe dans les airs sur ses bottées de dégagement. Mais il n'y a pas il y a pas juste une jambe puissante. On l'a vu également bien placer le ballon sur ses bottées de dégagement afin de limiter justement le retour de beauté de la part du retourneur des Eskimos. Alors, vraiment, belle performance de la part des Alouettes. Il faut rappeler qu'un match ne fait pas une saison, mais ça a Mhm, vraiment été une belle entrée en matière de la part des hommes de Carey Jones. Prochaine rencontre, ça va arriver vite, hein, Danny? C'est vendredi soir à mhm, Calgary mhm. contre les Stampeders. Et c'est avec les Stampeders on va commencer justement notre tour d'horizon des autres rencontres qui étaient présentées du côté de la Ligue canadienne parce que les Stamps commencent ce calendrier régulier avec 3 matchs à domicile. Et là, on a une fiche déjà d'aucune victoire et 2 défaites. On s'est incliné contre les Lions de la Colombie-Britannique, les Lions qui avaient pourtant été horribles lors de la première semaine d'activité. Ça a été une victoire de la Colombie-Britannique par la marque de 15-9 contre Calgary. Bo Levi Mitchell, pour la première fois de sa carrière, il a été victime de 4 interceptions lors d'un match. Et plus tôt aujourd'hui, on enregistre le podcast lundi en fin de journée, pratiquement en début de soirée. Eh bien, on a appris plus tôt aujourd'hui que Bo Levi Mitchell allait fort probablement rater la rencontre de vendredi contre les Alouettes. Il est ennuyé par une blessure au bas du corps. Dave Dickinson a dit qu'il traîne cette blessure-là depuis le camp d'entraînement. Et ça explique en partie les déboires des Stampeders depuis le début de la saison. Ben, j'espère que c'est ça qui explique, parce que moi, j'ai très rarement vu dans mes souvenirs comme joueur et en après-carrière, Calgary commencer une saison 0-2 puis de ne pas paraître aussi bien sur le terrain, spécialement offensivement. C'est toujours été une équipe qui est bien coachée, qui performe toujours bien, qui est toujours compétitive. Puis là, tu vois que c'est une équipe qui se cherche, spécialement offensivement près de la zone début. On a la misère à marquer des points. Ils se rendent très souvent proche de la zone début, mais là, on dirait que dans le red zone, ils ont de la misère à exécuter, ils ont de la misère à avoir le bon call offensif pour la bonne stratégie défensive, puis ça fait en sorte qu'ils s'en sortent sans toucher, puis souvent avec des bottées de placement. Donc, c'est une équipe qui manque d'opportunistes, qui cherche un peu à leur identité pour faire des points. Donc, c'est une opportunité pour les Alouettes, mais ça pourrait aussi être un match piège, tu sais, où est-ce que les Alouettes se sentent bien présentement. Ils viennent de battre Edmonton. Là, ils Mm. s'en vont à Calgary. Ils voient qu'ils sont 0-2. Là, ils n'ont pas Bo Levi Mitchell. C'est facile là, pour une équipe en début de saison de dire ah ben là, ça va être un peu plus facile d'aller à Calgary puis les battre. Puis là, boum, puis t'en échappes une. Fait que, j'espère qu'on ne va pas les prendre à la légère parce que c'est sûr que Calgary sont affamés pour remporter un match. Ils ne veulent pas commencer 0-3. Là, donc, ça va faire bien attention là, pour les Alouettes qui s'en vont à Calgary. Ouais, je ne sais pas si tu peux répéter qu'est-ce que tu as dit, parce qu'on t'a perdu pendant quelques secondes. Qu'est-ce que tu as dit avant de Ah, faire. Quand tu te mettais à dire qu'il faut faire attention justement aux Stampeders, malgré le ben, fait c'est qu'il ça. semble que Bo Levi pourrait rater la rencontre.
exact, ça pourrait être un match piège, tu sais, où est-ce que tu sens que Calgary sont 0 victoire Calgary, puis de penser que ça va être facile parce qu'on n'a pas Bo Levi Mitchell, ça pourrait être un piège. Fait que j'espère vraiment que Montréal va se concentrer sur le fait de continuer et de progresser. Qu'est-ce qu'ils ont fait à Edmonton la semaine dernière, de ne pas prendre pour acquis qu'on va juste se pointer à Calgary parce qu'ils n'ont pas Bo Levi Mitchell. Ça va être un match facile parce que je suis sûr que Calgary ne veut pas commencer la saison 0-3, spécialement avec 3 matchs à domicile. Oui, non, ça serait vraiment un début de saison désastreux pour Calgary, là, si c'était le cas. Mais c'est pas la formation des Stampeders qu'on a vue là, depuis les 10, 12 dernières années. On n'a pas autant de talent, notamment à la position de receveur de passe. On a perdu plusieurs joueurs via le marché des joueurs autonomes. Également la position de demi à l'attaque. Alors, Comment je fais ça? ça va être, il sera important de Je me surveiller ça là. Du côté des Stampeders, il semble que ça sera Michael O'Connell qui va obtenir le départ si Bolivar Mitchell n'est pas en mesure de jouer, comme l'a rapporté TSN. Alors, on a quelques problèmes techniques pendant qu'on les règle du côté de Danny. Mais je continue le tour d'horizon de cette rencontre entre les Lions et les Stampeders. Mike Riley qui a amassé 342 verges par la passe dans la victoire des Lions. Cette fois, les traitements à son coude ont fonctionné lors de la première semaine d'activité. Il n'avait pas obtenu le départ, il était blessé à un coude. On disait qu'on lui avait administré des traitements, que ça n'avait pas marché. Eh bien là, Riley était là, 342 verges par la passe. Mais je crois, Danny, maintenant que tu es de retour avec nous, Riley, il va falloir l'évaluer de semaine en semaine. Ça a bien été cette semaine, ça a été désastreux lors de la première semaine d'activité. Euh, on a juste joué 2 matchs et puis il est déjà blessé à un coude. Moi, j'ai bien hâte de voir s'il sera en mesure de continuer de jouer et si éventuellement il ne devra pas rater des rencontres. Mais ça reste à voir. Puis comme on peut voir, quand il est en santé et il performe bien, c'est tout à fait une autre équipe là, du côté de BC, même si ça ne se transforme pas toujours en points marqués sur le terrain, mais en termes d'efficacité, d'avancer le ballon, d'exécuter des belles passes. Tu voyais qu'il était en santé, on voyait qu'il lançait des spirales. On voyait qu'il faisait des jeux, il Oui, était en synchronisme par rapport à ce qu'il lançait comparé à la première semaine, puis les canards qu'il lançait, puis alors les c'est des receveurs qu'il canards. sauvait pour. Ouais. Ben oui, c'est les receveurs qu'il sauvait en faisant des attrapés spectaculaires. Donc, ça reste à suivre. Il n'est pas vraiment jeune. C'est une carrière qui est vieillissant. Un moment donné, 36 ans maintenant, Riley. un moment doné, les coups vont rentrer dans le corps, puis il va se faire taper dessus. Puis est-ce qu'il va être capable de maintenir cette cadence-là, puis de rester en santé tout au long de la saison? Tu as raison de dire, est-ce qu'il va être capable de faire ça? Oui, mais ben, au moins, on a décroché une victoire. On a maintenant un dossier de une victoire et une défaite du côté des Lions de la Colombie-Britannique. Là, les Argonauts de Toronto, qui eux croisaient le fer avec les Blue Bombers de Winnipeg. Les Bombers ont gagné par la marque de 20-7. Et ça, c'est un exemple. Là. Tout à l'heure, lorsque je disais qu'un match ne fait pas une saison, souviens-toi, lors de la première semaine d'activité, les Argonauts sont allés à Calgary, ils ont défait les Stampeders. On disait, wow, il faut surveiller les Argos. Ils ont une déformation, c'est pas l'équipe la plus talentueuse du côté de la section Est. Une semaine plus tard, ça a tout pris pour qu'on inscrive un touché du côté des Argonauts. C'est pas juste ça, on se retrouve déjà avec une controverse à la position de carrière. Mais Cloud Bethel Thompson, qui avait bien joué lors de la première semaine d'activité, ça n'a vraiment pas bien été, mais c'est l'attaque en général là, qui ne fonctionnait pas. Il a été remplacé par Nick Arbuckle. Arbuckle, bon, ça n'a pas vraiment mieux été. On va voir qui sera le carrière partant à Toronto pour la semaine qui s'en vient pour leur prochaine rencontre, à tout le moins. Dis-moi, qu'est-ce que tu as retenu de cette rencontre, de ce duel entre les Argos et les Bombers? Ben, moi, qu'est-ce que je remarque, c'est que la défensive de Winnipeg, c'est une défensive qui va être très difficile. Je pense que tout commence à Winnipeg par la défensive. Je pensais que l'offensive peut-être était un peu. Après la première semaine, tu disais, ben, est-ce qu'ils ont eu des meilleures attaques de la Ligue? Quand tu les vois jouer contre Toronto, là, tu te demandes est-ce qu'ils sont aussi forts, sont-ils explosifs qu'on les a vus être la première semaine? Peut-être que non, malgré le fait que la défensive de Toronto, c'est une défensive qui est très respectable et qui peut, puis qui n'a pas à être gênée contre n'importe quelle autre défensive du circuit. Mais vraiment, ça commence avec la défensive de Winnipeg. Ils sont en pleine santé. Quand ils jouent comme ils jouent avec Jefferson, Jeff Coat, Big Hill, ils mettent de la pression, ils créent des revirements, sont tannants à jouer. Donc, tu sais, oui, Bethel Thompson a très mal joué. Arbuckle est rentré. Je pense que ça n'aurait pas été beaucoup plus facile pour lui parce que ça reste que c'était contre Winnipeg. Puis je pense que on va sûrement réaliser que c'est difficile pour plusieurs carrières de la Ligue de jouer contre la défensive de Winnipeg.
Ouais, on parle beaucoup des carrières, mais il y a eu plusieurs erreurs non provoquées, des pénalités avant la mise en jeu du ballon, donc des erreurs mentales, des revirements. Donc ça a vraiment été une déconfiture au complet du côté de l'attaque des Argos. Mais comme tu dis, on affrontait l'excellent front défensif des Blue Bombers de Winnipeg. J'ai bien hâte de voir la suite des choses du côté des Argos. Pour ce qui est de Zach Collaros, sa carrière partant des Bombers, 292 verges par la passe, deux passes de toucher, une interception. Mais Collaros, ça mettant une fiche de 6 victoires et aucune défaite en tant que carrière partant des Bombers. Souviens-toi, c'est devenu le carrière partant vers la fin de la dernière saison. Ils a mené une conquête de la Coupe Grey. Alors, Colaros qui demeure invaincu à titre de carrière partant. Maintenant, il y a les Tiger Cats de Hamilton qui ont subi une deuxième défaite en 2 matchs cette saison. Ils ont perdu 30-8 contre les Rough Riders de la Saskatchewan. Tu parlais de la défense des Bombers. La défense des Riders, elle s'est vraiment amusée aux dépens de la ligne à l'attaque des Tiger Cats et du carrière Jeremiah Mazzoli. Mazzoli a été victime de 6 sacs du quart et de 2 interceptions d'année. C'est vraiment pas un bon début de saison pour Jeremiah Mazzoli. Euh, Est-ce qu'on doit penser éventuellement envoyer Dane Evans dans la mêlée? Parce que Mazzoli, il ne faut pas oublier qu'il avait raté la majeure partie de la saison 2019 en raison d'une blessure au genou. Mais quand même, il a presque eu 2 ans afin de se remettre de cette blessure. Qu'est-ce qui ne va pas à Hamilton? Alors, on a perdu Danny. On va voir si On on vu va être en Mazzoli. mesure. Ouais, Danny, si tu veux recommencer, excuse-moi, on t'a perdu pendant quelques Oui, secondes. oui, ouais, sans problème. Non, je pense qu'on n'a pas le choix de considérer de mettre Dean Evans dans la mêlée après ce qu'on a vu de Mazzoli après 2 matchs. Tu sais, contrairement au problème de Calgary, qui est un problème qui semble être isolé vers le red zone puis proche de la zone, mais à Hamilton, on n'est même pas capable de se rendre proche de la zone payante pour se donner. On a vraiment de misère à faire avancer le ballon, à avoir des premiers essais. Et puis, Mazzoli joue pas très bien. Puis Banks, je ne sais pas c'est qui est sur le terrain qui porte son chandail, mais il n'est pas à l'image du joueur qu'on a connu en 2019 et dans les dernières années. Il échappe des passes, il fait mal à son équipe, il cause, il crée des revirements. Puis ça, c'est pas la faute de Mazzoli. Là. Ça, c'est vraiment ton meilleur joueur, la personne qui est supposée être ta bougie d'allumage. Si lui ne performe pas avec les opportunités qu'on lui donne, ça va être très difficile pour l'attaque de Hamilton. Mais je pense que même si ce n'est pas toute la faute de Mazzoli, je pense que du côté d'Hamilton, on doit considérer de faire un changement, puis peut-être que ça peut créer juste un changement de mindset pour l'unité offensive qui peut peut-être créer quelque chose. Mais je regardais ça après 2 semaines d'activité, une équipe qui est 0-2. La saison va être beaucoup plus courte qu'elle a été dans le passé. Donc, tu perds tes 2 premiers Oui, il y a matchs, puis juste tu 14 commences matchs une cette victoire, année. 2 défaites. 14 matchs, là, ça va arriver vite. Là, puis quand tu ne mets pas des victoires en banque, c'est peut-être un lent début de saison va peut-être plus t'affecter que dans le passé, là, quand on va arriver vers la fin de la saison. Donc, de commencer 0-2, là, ça peut être beaucoup plus dommageable que ça a été dans le passé. Oui, en tout cas, on va voir ce qui va arriver du côté de la section S. Heureusement, bon, les Alouettes ont joué seulement un match, heureusement pour les Tiger Cats. On va voir, mais Toronto, comme on vient d'en discuter, ça va pas très bien. Ottawa avait congé cette semaine. Donc, il est encore tôt, mais comme tu dis, cette séquence de 2 défaites-là ne peut pas devenir une séquence de 3 ou 4 défaites. Sinon, on va se creuser un trou. Mais moi, j'ai l'impression que peu importe qui est au poste de carrière, je sais que Mazzoli, il joue très mal là, depuis le début de la saison. On a accordé 6 sacs. 6 sacs du quart. Mm. Alors, si on envoie Dane Evans dans la mêlée, est-ce qu'il va faire mieux nécessairement? J'ai pas nécessairement de réponse à cette question. Mais comme tu l'as dit, il n'y a rien qui fonctionnait. Même le jeu au sol, on n'est pas en mesure d'avoir un Mhm. jeu au sol productif. Il ne faut pas oublier que les Tiger Cats, en 2019, ben, c'est eux qui avaient présenté la meilleure fiche de la Ligue canadienne de football avec 13 victoires et 5 défaites en saison régulière. Pour l'instant, clairement, les Tiger Cats de 2021 jusqu'à présent ne ressemblent en rien à la formation de 2019. Du côté des Riders, Cody Fajardo, encore une fois, pour un deuxième match de suite, il a été responsable de 3 touchés. Fajardo, tout comme Vernon Adams à Montréal, j'avais hâte de voir ce qu'il allait faire lors de sa deuxième année à titre de carrière partant. Jusqu'à présent, ça va très bien là, pour lui. Ben, c'est un carrière qui joue en pleine confiance de ses moyens. Tu vois, il est confortable dans le système. Il voit le jeu très bien. Il est capable de trouver les receveurs qui sont à découvert. Puis quand ils ne sont pas couverts, ben, il est capable de faire des jeux avec ses jambes. Donc, tu sais, c'est un carrière que quand tu es un coordinateur offensif, tu sais qu'il va te faire bien paraître, il va toujours te mettre dans les bonnes positions, il ne va pas te faire mal. Puis ça paraît là, quand tu vois l'unité offensive de Saskatchewan jouer sur le terrain. Alors, on va voir, ça va se poursuivre du côté de Fajardo et des Riders pour qui là, c'est la Coupe Grey ou rien
du côté de la Saskatchewan. On se souviendra que les Riders avaient terminé au premier rang dans l'Ouest de la saison régulière en 2019. Ça a fait surprendre par les éventuels champions de la Coupe Grey, les Blue Bombers, match éliminatoire à domicile en plus de ça. Alors, on espère qu'on sera en mesure d'aller jusqu'au bout du côté des Riders. On va se transporter du côté de la NFL, puisqu'il y avait plusieurs matchs préparatoires au cours du week-end. Malheureusement, j'avais l'intention d'en regarder plus, mais c'était pas facile étant donné bon, que j'étais à Calgary pour les matchs des Alouettes. Mon vol a été retardé lorsque je suis revenu à Montréal. Finalement, je suis arrivé en fin de soirée, dimanche soir, puis là, je suis allé à l'entraînement des Alouettes aujourd'hui, donc pas beaucoup de temps justement pour regarder, faire le tour des matchs préparatoires, Danny. Mais quand même, écoute, il y a des actualités, bien sûr. On va commencer avec les Colts d'Indianapolis. Les Colts, on dirait que ça fait un mois qu'on en parle depuis la blessure à un pied de Carson Wentz. Mais bonne nouvelle, la semaine dernière, on a appris que Carson Wentz pourrait prendre part au tout premier match de la saison régulière. Parce que lorsqu'il s'était blessé, on avait parlé d'une absence de 5 à 12 semaines. Donc, c'était très, très vaste comme période de convalescence potentiellement, mais là, il semblerait que ça serait le meilleur scénario possible. Alors, ça reste à voir, mais malgré le fait que Wentz n'était pas là, ben, les Colts se sont bien débrouillés en attaque lors du match préparatoire. Tout à fait. Puis quand on pense à comment les Colts sont bâtis, c'est une équipe qui est bien bâtie avec le jeu au sol, c'est une équipe qui est bien bâtie avec la défensive. Donc, est-ce que le succès du corps arrière est primordial à leur succès à court terme? Probablement pas. C'est une équipe qui est capable d'être bonne. Est-ce qu'ils peuvent remporter un championnat sans les succès d'un corps arrière? Je ne crois pas. Donc, je pense que c'est là que la valeur ajoutée d'un Wentz qui vient, qui est en santé, qui performe bien, peut leur amener peut-être à la prochaine étape d'être des personnes qu'on croit sérieusement qui peuvent remporter un Super Bowl. Donc, en son absence, c'est de voir les Eason, les Ellinger bien jouer, être responsable du ballon, exécuter l'attaque, prendre des bonnes décisions, c'est encourageant. Ça leur permet de gagner de la confiance, d'avoir des répétitions si jamais quelque chose arrivait à Wentz, que ce soit en début de saison ou en milieu de saison. Donc, c'est une bonne situation, mais ça reste que les Colts, c'est une bonne équipe qui est bien bâtie. Donc, je pense que ça leur permet de jouer un peu de patience avec Wentz et de s'assurer que Wentz, quand il va revenir, il est en bonne santé puis il est capable de venir pour faire le long run là, jusqu'à la fin de la saison. Oui, si le jeu au sol et Jonathan Taylor veulent être productifs, il va falloir également que Quentin Nelson revienne au jeu parce que lui, là, je crois, il s'est blessé en même temps que Carson Wentz ou le lendemain, exactement la même blessure, donc la même période de convalescence entre 5 et 12 semaines. Donc, on verra si Nelson sera en mesure, lui aussi, d'effectuer un retour au jeu lors de la première semaine d'activité, parce qu'il y a un rouage important de l'attaque au sol des Colts Mhm. d'Indianapolis. Tu sais, on le voit à chaque fois qu'il décroche. Il est comme un rouleau compresseur, crée des brèches pour Jonathan Taylor, pour les autres demi à l'attaque du côté de l'attaque des Colts. Maintenant, on va aller à Dallas, où le carrière étoile des Cowboys de Dak Prescott, ça fait longtemps qu'il ne s'entraîne pas depuis la première semaine du camp d'entraînement. Il ne s'entraîne pas en raison d'une blessure à l'épaule. C'est ton club, les Cowboys, en plus, Danny. Alors, dis-moi, est-ce que tu es inquiété par la blessure à Dak? Il a passé d'autres examens vers la fin de la semaine dernière et le résultat des examens, il semblerait, démontre que sa guérison va bien. Quand est-ce qu'il va être de retour au jeu? Est-ce qu'on va le voir sur le terrain d'ici la fin des matchs préparatoires? C'est ton club, Danny. Vas-y, parle-nous. Honnêtement, le fan des Cowboys en moi est un petit peu inquiet. Des fois, je me demande, est-ce qu'on sait vraiment l'ampleur de tout ce qui est reporté par rapport à l'état de santé de Dak Prescott? Puis c'est sûr que tu retiens ton souffle parce qu'après, qu'est-ce qu'on a vécu l'année dernière? On ne veut pas revoir Cooper Rush, Gary Gilbert, Ben DiNucci à la position de carrière. On a vu qu'est-ce qu'on est capable d'être avec ces carrières-là. Ça nous prend un Toute une Dak Prescott brochette, là. en santé. Exactement. Donc, pour moi, là, Dak Prescott n'embarque pas sur le terrain jusqu'au premier match de la saison. Je m'en fous des matchs en concours. Il peut prendre des répétitions en pratique. Il faut qu'il soit en santé. Il faut qu'il joue les matchs qui comptent. Ça ne vaut pas le risque là, de le remettre en forme. On a donné un contrat pas parce que pour qu'est-ce qu'il est capable de faire en match en concours, c'est qu'est-ce qu'il nous a montré qu'il était capable de faire dans les matchs. Donc, j'ai plus besoin de le voir dans les matchs en concours. Moi, je veux qu'il soit en santé, prêt à jouer le premier match de la saison. Écoute, on va continuer de suivre ça. Là. C'est depuis le début du camp d'entraînement, on suit l'état de santé de Dak. Alors, on va voir. Parce que là, la semaine dernière, il était sur le terrain d'entraînement, mais il ne lançait pas un vrai ballon de football. Il lançait un plus petit ballon. On y va Mhm. graduellement. Éventuellement, est-ce qu'il va lancer un vrai ballon cette semaine? Ça reste à voir. Mais on garde un œil là-dessus. Oh, il y a des jeunes carrières qui faisaient leur début là, au cours du week-end. Des carrières qui ont été sélectionnées lors de la première ronde du dernier repêchage.
Justin Fields des Bears de Chicago, l'ancien carrière étoile des Buckeyes d'Ohio State, a démontré des bonnes choses. Il a eu un lent début, mais ensuite de ça, on a vu la force de son bras, la précision qu'il nous a démontré à Ohio State et également, c'est un joueur qui est explosif avec ses jambes. Il a notamment inscrit un touché au sol. Danny, je peux pas croire, là. Puis je sais, regarde, c'est juste un match préparatoire. OK, il ne faut pas partir en peur. On va voir qu'est-ce qu'il va faire lors de la deuxième semaine d'activité. Mais juste en termes d'atouts physiques, juste en termes de talent brut, il n'y a pas de comparaison à faire du côté des Bears entre Justin Fields et Andy Dalton, qui jusqu'à présent est le carrière numéro un. Je suis d'accord avec toi. Puis qu'est-ce qu'on essaie d'évaluer quand on a un jeune carrière dans les matchs hors concours? C'est un, est-ce qu'on est capable de confirmer les qualités athlétiques qu'on avait évaluées dans son processus d'évaluation? Fait que ça, on peut dire check, on a vu, il est capable de Oui, lancer le oui, ballon avec absolument. précision, avec touche, il est capable de sortir de la pochette, il est capable de courir, puis de courir aussi vite que les demi-défensifs sur le terrain. Donc, check. Puis après ça, c'est la prise de décision. Donc, on a réalisé qu'il était capable de prendre des bonnes décisions. Quand tu regardes ses statistiques, 14 en 20, c'est très respectable, là, puis il lançait des passes. Puis, moi, j'ai noté aussi, il n'a pas peur de lancer le check down. Il voit le porteur de ballon, OK, c'est les receveurs, ils ont fait les tracés profonds. La couverture permet de lancer le check down, il va lancer au porteur de ballon. Fait que, ça, c'est des choses que tu aimes voir les jeunes carrières faire. Il ne veut pas forcer parce que le coordinateur offensif t'a dit qu'il faut que tu lances au receveur qui est profondément dans les zones. C'est correct de lancer ton check down, de jouer le deuxième essai, puis de permettre à ton porteur de ballon de briser un plaqué peut-être, d'aller par en avant. Donc, de le voir faire toutes ces choses-là, pour moi, c'est très encourageant. Puis, j'ai de la misère à voir comment ce gars-là n'est pas sur le terrain très tôt là, dans cette année là, avec les gens avec qui il est en compétition à Chicago. Ah oui, non, il n'y a aucun doute. Je suis entièrement d'accord avec toi. Puis les partisans des Bears, de toute façon, s'ils ne commencent pas la saison à titre carrière partant, imagine-toi la première fois que Dalton va être victime d'une interception au Soldier Field. Les gens vont exiger immédiatement qu'on envoie Justin Fields dans la mêlée. Je pense que c'est une question de temps. Je sais que, quoi, il y a quelques semaines, Matt Nagy avait dit que non, non, Dalton était carrière numéro un. C'est lui qui allait commencer la saison. Je ne sais pas pourquoi il a dit ça avant même qu'on joue un match préparatoire. J'ai l'impression que Fields va forcer la main à Matt Nagy. Encore une fois, j'ai bien hâte de voir sa performance au cours du week-end prochain lors de la deuxième semaine des matchs préparatoires. Match préparatoire, c'est pas toujours intéressant, mais si tu te concentres uniquement sur la performance individuelle de certains joueurs, surtout sur les jeunes carrières comme ça, il y a quand même des bonnes histoires à suivre. Là. Comme tu l'as Mhm. dit, on a vu son talent. Là. Tout était là, la force du bras, la précision de ses passes, ses qualités athlétiques. C'est le carrière qu'on a vu lorsqu'on a décrit des matchs Ohio State l'année dernière, Mhm. l'automne dernier. C'est le même gars qu'on a vu sur un terrain de la NFL. Il a été en mesure de reproduire un peu ce qu'il faisait à Ohio State. On va voir la suite des choses pour Justin Fields, mais ça a été des débuts prometteurs pour le jeune carrière des Bears de Chicago. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Maintenant, Trevor Lawrence, le tout premier joueur sélectionné lors du dernier repêchage en ses carrières de Clemson, ben, lui, il a fait ses débuts dans l'uniforme des Jaguars de Jacksonville. Ça a été un peu plus laborieux pour Trevor Lawrence, toutefois. Oui, puis c'est un peu normal. On parle d'un carrière qui est sorti numéro un. Fait que tu sais, par défaut, tu vas avec une des équipes qui était la pire dans le circuit l'année précédente. Et aussi, c'est un carrière qui est habitué de jouer pour un des meilleurs programmes au pays. Donc, il est entouré, protégé par les meilleurs joueurs de ligne offensive, encadré par le meilleur porteur de ballon, les meilleurs receveurs de passe. Donc, c'est une autre réalité quand tu passes de Clemson à Jacksonville où est-ce que tu n'as plus la meilleure ligne offensive, tu n'as plus les meilleurs receveurs, tu n'as plus les meilleurs porteurs de ballon autour de toi. Puis c'est un peu paru, là. C'est surtout du côté de la ligne offensive en termes de protection, le temps qu'il y avait pour lancer des passes. C'est un petit peu moins à l'aise, là, on le voyait là, dans la ligne derrière la ligne de mêlée de Jacksonville. Ouais, puis une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est bon, on vient de parler de Justin Fields avec les Bears, mais les Bears ont participé aux éliminatoires. OK, on l'oublie ça Ah, l'année c'est pas une dernière. Ils ont mauvaise équipe. participé aux éliminatoires. Bon, on ridiculisait Mitchell Trubisky et compagnie, mais malgré tout, on a été capable de participer aux éliminatoires. Donc, si tu regardes la formation des Bears, il y a beaucoup plus de talent du côté de Chicago qu'à Jacksonville pour toutes les raisons que tu viens de mentionner. On est en pleine reconstruction du côté des Jaguars, donc je ne crois pas qu'on doit s'alarmer. Mais toutefois, Urban Meyer, après la rencontre, il disait non, non, il n'y a pas de décision de prise encore. Lawrence n'a pas encore gagné le poste de carrière partant. Alors, on va voir. On dit que Gardner Minshew connaît un bon camp d'entraînement. Gardner Minshew, moi, je suis un fan de Gardner Minshew, personnellement.
ne fera pas ce mauvais carrière. Il pourrait être partant ailleurs. Écoute, il y a 32 carrières partant dans la NFL. Minshew n'est Mhm. pas 33e ou 34e. Je pense qu'il fait partie des 32 meilleures carrières de la NFL. Éventuellement, il va être en Ouais. mesure de se décrocher un job de partant. Je ne dis pas qu'il va mener une équipe à la conquête du Super Bowl, rien de ça, mais il est capable d'être adéquat comme carrière partant. Alors, il semblerait qu'il connaît un bon camp d'entraînement, lui qui en est à sa troisième saison. Alors, on va voir maintenant. Moi, je suis pas mal certain que Trevor Lawrence devrait commencer la saison en titre de carrière numéro un des Jaguars. Mais on va voir, il y a toujours des choses bizarres qui peuvent arriver. Bon, ben écoute, Danny, on a fait le tour. Je te remercie de ton passage au podcast Le Sac du Cœur. Je sais que tu es très occupé. La semaine va se dérouler vite. Hein. Comme je disais, les Alouettes sont de Ah, je retour en sais, action je sais. vendredi en fin de soirée à Calgary. Ça commence, ça. Dans quelques semaines, la saison de la NFL aussi va commencer, donc on ne va pas chômer. De toute façon, écoute, on est frais et dispo. Il y a pas eu de football de la Ligue Mhm. canadienne l'année dernière. Alors, autant de football on peut décortiquer, analyser, ben c'est tant mieux de plus qu'il y en a. Bon, ben, écoutez, pour les gens qui nous ont regardés sur YouTube ou sur la zone vidéo, ou pour ceux qui ont téléchargé cet épisode du podcast Le Sac du Cœur, je vous remercie énormément et on se reparle la semaine prochaine.